Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. S'inspirer d'un concept préexistant peut parfois vous mener très loin. Totally Spice a su trouver son public en s'inspirant ouvertement de drôles de dames et en ayant su s'approprier le concept à sa propre sauce plus tendance et légère. Et c'est plus ou moins ce qu'a fait Kim Possible également en s'inspirant du concept de Buffy contre les vampires. Sauf que ce coup-ci elle combat des génies diaboliques et des mutants et des puissances mythologiques et des extraterrestres. En fait, je crois que la seule chose qu'elle n'aura jamais combattue, ce sont des vampires. Mais le parallèle est quand même assez flagrant. On suit les aventures d'une lycéenne qui combat les forces du mal au sens large, assistée par des amis moins compétents au combat, dont un génie en informatique et un comique de service. Le tout en devant gérer sa vie d'adolescente typique, en s'intéressant notamment aux garçons et à la mode. Oh, la passion de taille! On ressent un environnement très similaire à celui de la série Buffy lors de ses 3 premières saisons, mais contrairement à la série de Joss Whedon qui prend souvent son univers au sérieux, Kim Possible décide d'avoir une approche bien plus légère, bien plus colorée, bien plus Disney. Et si les idées de Joss Whedon et la formule Disney ne font pas toujours très bon ménage, il faut avouer qu'ici ça a un rendu assez efficace dans son ambition. Car cette série cherche surtout à faire de l'action-comédie et ne vise clairement pas la complexité. C'est pour ça qu'elle tombe dans l'écueil que j'ai souvent tendance à déplorer dans les comédies décomplexées de ce genre, la négligence de cohérence. Bien entendu que les autorités compétentes ne serviront qu'à appréhender le méchant après coup. Elle multiplie les attaques de banques, de bijouterie et de sites de techniques de pointe, c'est fou! Il faudrait appeler quelqu'un. Pour venir ramasser les restes une fois que j'aurai fait tout le boulot. Bien entendu qu'on va s'en foutre un peu des lois de la physique quand ça nous arrange. Attrape ta brosse à cheveux et balance-la devant eux! Bon, d'accord, si tu penses que c'est bien. À moins que tu aies la force de Hulk, elle aurait dû te revenir en pleine gueule vu que tu la lances dans la direction où tu roules. Et idem pour d'autres sciences, bien entendu qu'on va créer du lien forcé à tout va entre les personnages parce que... Ah, comme le monde est petit. Et bien entendu que les gens sont si superficiels qu'un simple changement de coupe de cheveux vous fait passer de pouilleux à désiré. Elle est vraiment d'enfer ta coupe de cheveux, Robin Trépide. Merci. À très bientôt. Si j'avais su que c'était aussi facile. La seule cohésion que suit cet univers, c'est celle de servir d'excuse aux péripéties qu'elle veut faire passer. Donc les règles qu'on suit sont très variables d'un épisode à l'autre, en se cachant derrière la comédie un peu déjantée. Tordre sa cohérence à tout va en se servant de son genre comme excuse, est la raison pour laquelle ça représentera toujours un sous-genre pour moi. Même si la série embrasse complètement ce parti pris en s'en moquant un peu. Je comprends, chérie, mais en ma qualité de neurochirurgien, je sais qu'intervertir deux cerveaux n'est pas réaliste. Néanmoins, Kim Possible est une excellente œuvre parmi ce genre. L'histoire se centre donc sur notre jeune héroïne altruiste qui arrive à vaincre différentes grandes menaces de par le monde grâce à ses talents de pom-pom girl. Heroes avait raison. Et qui a un putain de pédigré fourni avec son nom vu qu'à peu près toute sa famille a des aptitudes de taré. Quand Anani était une jeunette, elle est allée chez les moines de Shaolin, perfectionner son apprentissage du Kung-Fu Pang Lang Chuan. Et j'ai jamais pensé à partager ça avec toi ma petite fille parce que... Alzheimer. Tu connais mon point de vue sur les gens du showbiz. Oh, ce sont des gens comme toi et moi. À cela près qu'ils sont riches, beaux. Vous êtes respectivement un scientifique et une médecin renommée, vous devriez être plus riche qu'eux. Et la beauté c'est toujours un peu subjectif. Elle a aussi 2 petits frères fanats d'invention qui lui mènent la vie dure. Inspiration pour un futur projet Disney. Puisqu'on parle rapidement d'eux, ce sont sans doute les pires personnages récurrents de la série. Et ce n'est pas aidé par le fait qu'ils sont doublés par le même gamin qui n'a pas dû suivre beaucoup de cours de comédie. Il y a eu un appel pour toi, Kim. Un garçon. Ouh. Oh là là. Ouh. Ou peut-être qu'ils ont pris les 2 premiers garçons jumeaux qu'ils pouvaient trouver. Ou bien c'est une voix générée par ordinateur, difficile à dire. Mais globalement, les personnages sont très réussis. Kim Possible incarne parfaitement le côté girl scout, prête à tendre la main et également badass, tout en affichant un léger côté superficiel propre à son âge et son environnement. Mes épisodes préférés sont ceux où il lui arrive de flancher un peu et ça aide à la rendre un peu plus humaine. Elle est épaulée par un jeune génie de l'informatique nommé Wallace. Wallace, sa barde au musée de Middletown. Je m'y colle. Qui apparemment reste collé devant son ordinateur durant toute la journée. C'est complètement irréaliste. Personne ne fait ça. On va dire qu'il suit ses cours par internet. Et surtout, elle est accompagnée par son ami de toujours, Robin Trépide. Robin Trépide, mon assistant. Sans compter sa meilleure amie, Lola Aventure. Et non, mais c'est le genre de nom qu'ils auraient très bien pu pondre. Robin est vulgairement résumé l'acolyte comique de service. Il sert majoritairement à détendre l'atmosphère par ses interventions un peu pitres et son côté assez cabot. Et une grande
grande partie du temps, ça passe très bien. Tu es loin d'être à plaindre. Oh, il y a toujours quelques trucs qui vont pas, mais bon, on fait avec. Il lui arrive à quelques moments d'être un peu lourdingue et on insiste peut-être un peu trop sur lui sur le long terme, ce qui fait que sa bouffonnerie peut devenir un peu trop extrême à certaines occasions. Mais la majorité de ses interventions font mouche et il n'est pas juste réduit à une blague. Si Kim est l'héroïne centrale, il joue presque toujours un rôle dans la résolution et il apporte très souvent sa pierre à l'édifice de l'intrigue, quand ce n'est pas lui le héros principal. En fait, je le préfère même à Kim pour une raison qui est parfaitement résumée dans un épisode. Pour quelqu'un qui a toujours la frousse pour un oui ou pour un non, c'est héroïque de t'accompagner sur tes missions. En effet, si Kim arrive à avoir des moments où elle flanche, c'est surtout une question d'estime. Face au danger, c'est une héroïne d'action sans peur et sans reproche. Alors que Robin y fait face avec beaucoup plus de circonspection. C'est surtout pour l'humour à nouveau, mais ça rend davantage gratifiant les moments où il fait preuve de risque, là où c'est automatique pour Kim. Et ça en fait un héros plus complexe et palpitant à suivre dans son genre, même si à nouveau on en a un peu trop fait sur lui parfois. Quoi? Dieu que je hais cet épisode. Enfin bref, globalement j'aime beaucoup Robin Trépide, mais je ne peux pas en dire tout à fait autant de son petit acolyte. Alors, les petites mascottes choupies qui tirent l'attention sur eux, ça va un temps, mais sur le long terme, ça s'épuise assez vite. Rufus est dans ce cas-là, c'est le petit animal de compagnie qui arrive à avoir un langage articulé parce que comédie loufoque, et qui se force dans la plupart des résolutions de l'intrigue. Au départ, il est plutôt mignon et appuie plutôt bien l'état d'esprit de Robin, mais sa présence devient de plus en plus envahissante au fur et à mesure des épisodes, en particulier car il n'a pas de personnalité très développée, donc les conflits auxquels il fait face n'apportent aucun réel approfondissement de personnage et jongle sur une fine ligne entre le ridicule et l'acceptable. Après, je lui reconnais d'être une race animale assez originale. C'est quoi cette chose? Un topineton dit. Et que ses interventions sont correctement amenées la plupart du temps sans être artificielles. Mais il aurait gagné à être mis en avant à plus petite dose. Mais que vaut une équipe de héros sans grand méchant? Kim Possible et sa bande ont une part importante de méchants récurrents pour leur faire face, certains très mémorables, d'autres un peu moins, dont les origines sont souvent assez risibles. Mais c'est le repère idéal pour des malfaiteurs. On peut devenir le maître du monde depuis un endroit pareil. C'est vrai, y a pas besoin de moyens importants. Un bon réseau de communication crypté, quelques missiles. Mais qui arrivent majoritairement à être marquants et à avoir chacun une personnalité colorée qui les démarque. Les ennemis principaux et les plus célèbres sont le docteur Draken et son assistante Shigo, dont les interactions sont souvent savoureuses. Un projet 10 fois plus insidieux, menaçant et maléfique à souhait. Il se construit une armée de robots. Mais pourquoi tu fais ça? Tu me casses tous mes effets, c'est pas gentil. Oui, bah c'est rasoir, c'est rasoir. Mais... Draken est connu pour ses 12 000 inventions démoniaques qui lui reviennent très souvent en pleine gueule. À nouveau, inspiration pour un futur projet. Après, j'imagine que ça aide pas quand on est du genre à créer un bouton pour déjouer ses pièges à peine 50 cm à côté. La liste des vilains pas beaux est assez variée. On a un fanat de golf, un fanat de la mécanique, une fanat de la mode et j'en passe. Mais mon méchant préféré est Lord Hugo Rille. Je me présente, Lord Hugo Rille. Et son assistante, Emma Cac. Non, toujours pas, mais j'aurais fait un malheur dans l'équipe de traduction, qui, comme son nom l'indique, est un fanat et des éléphants. Le contraste entre son côté distingué et son côté ouvertement singesque est assez hilarant, et il forme un excellent némésis pour Robin qui a un traumatisme avec les singes, et qui va vraiment évoluer au fil des épisodes à ce niveau-là, notamment grâce à ses confrontations avec Hugo Rille. En fait, c'est quelque chose de très méritant dans cette série, les personnages ne restent pas sur un statu quo. Si il est clair que la série suit un format épisodique, à de nombreux moments l'environnement change un peu, nouveaux personnages récurrents, éléments complémentaires qu'on tiendra en compte plus tard, nouvelles situations, certaines plus significatives que d'autres. J'aurai l'occasion de parler en détail d'une de ces situations très particulières la semaine prochaine, mais c'est la preuve que cette série ne cherche pas à stagner et veut faire progresser son univers. Il y a cette attention vraiment gratifiante pour le spectateur assidu qui aide beaucoup à vouloir tout suivre. En dehors de ça, les épisodes ne brillent pas particulièrement par leur base de scénario, faut avouer. On a les sempiternelles intrigues d'échanges de corps, de pièges dans un jeu vidéo, de rayons de vérité, de vie passée parallèle, de rayons d'amnésie. Kim?
Kim comment? Possible? Qui est-ce? C'est toi? Je suis qui? Kim Possible, voyons. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas sérieux comme nom. Oh non. Ça me surprend qu'ils aient attendu la fin de la dernière saison pour la sortir, celle-là. L'intrigue du rayon rajeunissant, qui rajeunit aussi les vêtements. On a même le rayon inverseur de moralité. Ouais, il y a beaucoup de rayons scientifico-truc-muche dans cette série, qui transforment les gentils en méchants et inversement. Oh, c'est un petit engin qui va inverser totalement les personnalités. Oui, comme si la moralité d'une personne était quelque chose de fixe basé sur un modèle noir et blanc. Et les résolutions suivent aussi un schéma très classique. Sommes-nous devenus aussi prévisibles? J'en ai peur, oui. Donc oui, il ne faut pas rechercher de grands scénarios poussés, mais ce n'est pas ce qui fait le sel de cette série. Ses deux principaux points forts sont d'une part l'action. Les combats sont fun et dynamiques, la série n'est pas rapiace sur les courses-poursuites et dangers à grande échelle en tout genre qui vous agrippent bien, et d'autre part, les dialogues. Harry, on n'est pas au beau milieu d'un jeu de science-fiction. Robin doit affronter un mutant expert en kung-fu avec des pattes de singe et des pouvoirs mystiques simiesques. Et... Tiens... On a de très nombreux échanges cinglants, un tac au tac des répliques qui fait très souvent mouche et qui apporte une comédie vraiment sympathique. Et comme je l'ai dit, ils savent bien se moquer de leurs propres clichés. C'est bon, vous pouvez partir maintenant, non? Partir? Pourquoi partir? Généralement, le méchant lâche une mauvaise blague et laisse les victimes à leur mauvais sort. Je raterai l'essentiel. Et ces bons dialogues, cette bonne action sont portés par des personnages majoritairement réussis. C'est ce qui justifie le succès mérité de cette série. Surtout, ne change rien. Ouais. Mais qu'est-ce qui a le plus de mérite? On va regarder ça tout de suite. Je dois vous l'avouer, peu d'épisodes se démarquent particulièrement pour moi. La grande majorité d'entre eux sont réussis et font passer un très agréable moment, malgré quelques moutons noirs, mais aucun n'offre de moments forts qui les rend spécialement à part, en dehors des multi-épisodes. C'est donc ceux-là qui sont sur le podium. Numéro 3, le grand jour. L'épisode final en 2 parties qui conclut à merveille toute cette aventure. Il faut avouer que dans sa dernière saison, la série a montré quelques signes d'essoufflement, donc c'était très à propos et bien réfléchi d'y mettre un terme à ce moment-là. Et on le fait avec un certain panache, avec nos jeunes héros qui s'apprêtent à quitter le lycée en ayant des doutes sur leur avenir, tout en devant confronter une menace à échelle planétaire. Les références aux personnages et événements passés de la série sont légion, l'action est épique, l'aspect conclusif est très frappant et efficace. On sent sincèrement qu'on touche la fin de l'aventure et ça ferme sur une note optimiste et ouverte vraiment exaltante, avec les petits clichés qui vont avec. J'ai donné une interro surprise et que vous l'avez manqué. Conclusion, je ne vous donne pas le diplôme tant que vous ne l'avez pas fait. On se retrouve au petit cours d'été. La pire punition finale pour un tyran de classe, apparemment. Votre scolarité arrive à sa glorieuse conclusion. Sauf pour Adonis qui, vu ses résultats, devra revenir à l'école cet été. Ah, Disney, vous vivez vraiment dans un autre monde. Mais c'est un petit détail, c'est globalement très satisfaisant et même le plan de fin copié sur Grise vous met le baume au cœur. Numéro 2, la clé du temps. En devant en découdre avec une coalition extraordinaire, Kim et Robin doivent gérer toute une intrigue de voyage dans le temps, ce qui, là aussi, est un incontournable du genre. Je vais être franc, l'intrigue est légèrement bancale quand on y réfléchit. La logique de voyage temporel mérite de la réflexion pour tenir la route et on sent que cette partie-là n'a pas été réfléchie jusqu'au bout. Mais à côté de ça, ça amène de nombreux moments très fun. D'une part, mettre ensemble ce groupe de méchants hauts en couleur amène de nombreux dialogues et situations très amusants. Mais non, mais c'est moi qui ai eu l'idée de faire appel au pouvoir mystique simiesque. C'est donc à moi qu'en revient cet honneur. Non, c'est à moi! Quand je pense que je travaille pour ces trois ringards. La relation Kim-Robin est bien illustrée dans les événements qui les touchent et les différents voyages temporels permettent de véritablement voir de la diversité. On a des moments pivots du passé de Kim très sympathiques à observer, on aperçoit un futur dystopique visuellement plutôt cool en découvrant comment certains de nos personnages récurrents y ont évolué, les moments de personnages marquants et les bonnes surprises ne manquent pas et c'est une véritable montée en puissance au fil de ce triple épisode. Il y en a un qui a des mains à la place des pieds, hein. Tu es bizarre, toi, mais je t'aime bien. Et le meilleur épisode est Mission Cupidon. Ce triple épisode était une première tentative de boucler l'histoire à la saison 3. Mais ça a si bien marché que non seulement la série a été renouvelée pour une saison 4, mais en plus ils ont sorti une version longue en DVD. C'est ce qu'on verra la prochaine fois. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Mais c'est quoi cet animal? Je crois un topine étendu. Venez tous, c'est pas banal. Voici le topine étendu. Ah, comme le monde est petit. Ah, comme le monde est petit. Ah, comme le monde est petit. Ses paroles sont très recherchées. Pop, 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 pop.